Paris. Donc, il y a 30 ans, comme j'ai connu Pablo qui faisait Etsy, donc il fait du design, mais de la borréliose et plus généralement de la microbiologie clinique et s'intéresse aussi beaucoup aux bactéries multirésistantes et émergentes multirésistantes en Israël qui commencent à poser problème au travail de feuilles. Donc voilà, il vient de parler de sa borréliose, bien que je regrette qu'elle n'ait pas été cultivée, j'espère qu'elle va en parler. Ah, elle va être cultivée pour faire le génome. Je voudrais remercier le professeur Darmon de m'avoir invité, puis je remercie l'accueil de l'équipe du professeur Raoult ici à Marseille. Et voilà, je vais vous parler finalement de mon expérience en Israël depuis presque 10 ans maintenant. Après avoir quitté, comme l'a dit le professeur Raoult, le borréliose de Lyme en France, alors je me suis intéressé au borréliose, mais les pays chauds, donc aux fièvres récurrentes. Donc on va appeler ça fièvre récurrente borréliose en Israël, c'est le terme général. En fait, ça s'appelle en anglais Cane Fever et on va appeler ça fièvre des grottes, pourquoi. Et cataracte de la grotte en hébreu, voilà le sujet auquel on va parler. Juste un petit peu d'histoire, pas très long. Tout le monde sait que c'est à la fin du XVIIIe siècle, du XVIIIe siècle à Berlin. Le docteur Otto Bermayer s'est confronté à une épidémie récurrente à Pou. Et il décrit dans le sang des patients, voilà son dessin, les borrélias au microscope. Ça, c'est la deuxième chose qui n'est pas très connue, c'est qu'il est le premier à avoir décrit ce que c'était une maladie infectieuse, à savoir qu'il a constaté que l'occurrence de la présence des maladies bactériques dans le sang est corrélée avec des types de fièvre, et que l'absence des bactéries dans le sang est corrélée avec l'effervescence. En conséquence de quoi, certains auteurs considèrent que historiquement, le concept de maladie infectieuse a été retrouvé par ce même auteur. On voyage tout de suite 4000 km plus loin et on s'intéresse aux borrélias des fièvres récurrentes en Eurasia. Donc le point central dans lequel historiquement Borrelia persica a été décrit, c'est en Iran. D'après la taxonomie classique, c'est Douchkovski en 1913 qui décrit la bactérie dans la région de Arzabit, qui est une région endémique en Iran jusqu'à maintenant pour les fièvres récurrentes. En fait, Joseph Désiré Tolosa, qui était le médecin français, médecin du chef d'Iran, décrit dans ses nombreux papiers une fièvre récurrente asiatique dès 1882 et elle est transmise par des types du genre ornithodore. C'est pour ça que Borrelia persica a été nommé pour et on a voulu appeler Ornithodorus tolosani en les noms de genre, parce qu'en fait ces deux personnes ont contribué à la description de la bactérie. Ce qui est moins connu, c'est que dès 1919, dans le pays où j'habite, un médecin des troupes diplomatique qui s'appelle Capitaine Nicholson décrit dans le British Medical Journal un article que j'ai lu intégralement, très intéressant, et dans lequel il raconte que, alors qu'il était confronté à une épidémie de fièvre récurrente à Pou à cause des armées qui se déplacent à cette époque d'Égypte vers Israël, 14 cas de type Morbus Fever arrivent dans un petit bataillon qui séjourne dans les montagnes à côté de Jérusalem. Et on parlera de la description de la maladie plus tard. En fait, tout le monde le sait, les spirochètes et les borrelia sont des bactéries à part. En l'occurrence, jusqu'en 1949, dans le précis parasitologie de Emil Bundt, il y a un chapitre entier consacré aux borrelia, dont on sait tous que ce sont des bactéries, mais en l'occurrence, classiquement, ça reste un sujet qui a été beaucoup étudié par les parasitologues. Et au ministère de la Santé, vous avez parlé pendant quelques années en Israël, le centre de référence de parasitologie prenait aussi en charge les cas de borrelia, c'est comme ça que j'ai continué à travailler dessus. Au niveau taxonomique, plus sérieusement, les spirochètes sont vraiment, les borrelia, une division à part. Et en termes de structure, juste quelques mots. Bien qu'elles soient très proches des bactéries gram négatives, elles ont une structure très particulière qui est la présence des flagelles en zone périplasmique, c'est-à-dire sous la hauteur membrane, sous la membrane externe, ce qui peut faire
qui a beaucoup d'applications en termes de physiopathologie, par exemple, et au niveau des soins naturels de la maladie. Bien qu'on soit actuellement à l'époque des génomes des bactéries, on vient d'en parler, officiellement en tout cas, la taxonomie des fièvres récurrentes est toujours basée sur le principe du principe de la co-spéciation, c'est-à-dire qu'on définit une espèce, une fièvre récurrente par l'association du vecteur et de la bactérie qui le transmet. Par exemple, le Borrelia persica est transmise par Ornithotorus anis, et ainsi de suite pour les autres Borrelia. En ce qui concerne la fièvre populaire qui nous intéresse, il existe une zone géographique extrêmement large de répartition à la fois du vecteur et de la bactérie et de la maladie, qui va des anciennes républiques du RSS au nord jusqu'au Pakistan, l'Iran et au sud, de l'Inde et du Pakistan par contre à l'est jusqu'à Israël, le Liban et même peut-être l'Égypte et la Libye. Donc un territoire extrêmement large et il existe d'autres récurrentes à Borrelia dans le Moyen-Orient, mais on n'en parlera pas aujourd'hui. Les derniers travaux qui ont été réalisés sur la maladie en Israël datent plutôt des années 60, où deux auteurs, Lidror et Avivi, ont travaillé sur la biologie d'éthique. Et c'est extrêmement intéressant à connaître pour comprendre un peu la dynamique de la maladie. Donc en fait, par rapport à la géographie d'Israël, qui est un pays dans lequel la majorité du pays c'est une couche de calcaire, et il y a dessous une couche de calcaire tendre, moyennant quoi le pays est entièrement truffé de grottes. Ce qui représente un réservoir, un biotope tout à fait idéal pour les tiques ornithodores. Donc les tiques s'enfoncent dans la terre en général. Dans ces grottes, il y a une espèce de poudre de calcaire qui correspond, qui est en fait le sol, qui est extrêmement meuble, et les tiques peuvent s'enfoncer dans le sol à une température qui leur convient. Donc ils s'enfoncent environ jusqu'à 1 mètre de profondeur. Ils attiennent, on a dans ces grottes une hygrométrie très élevée, 70-80%, une température tout à fait modérée par rapport au climat israélien. Et les conditions de lumière aussi faibles, tout correspond à avoir des bonnes populations de tiques. Et en fait, c'est plus ou moins l'exception par rapport à l'épidémiologie de la maladie, parce qu'on a ici une forme rurale, que l'on peut opposer tout à fait à la forme classique des fièvres récurrentes, par exemple en Afrique, mais aussi dans les autres pays du Moyen-Orient, où on a plutôt affaire à une forme domestique, dans laquelle les hommes et les animaux habitent dans des maisons qui sont construites à même le sol, et c'est de cette manière que les hommes se contaminent. Donc en Israël, l'urbanisation est bien sûr très importante comme dans un pays occidental, et c'est seulement l'occasion du déplacement dans la nature que les gens se contaminent. En ce qui concerne la manière dont la bactérie chemine à l'intérieur du vecteur, en autodore, bien sûr, à l'occasion d'un repas sanguin, la bactérie va au niveau de l'intestin moyen et il ne se passe pas qu'ensuite elle va réussir à traverser la membrane, l'épithélium, de façon à arriver dans l'hémolymphe, et c'est seulement dans l'hémolymphe que se fait la multiplication bactérienne. Bien qu'on atteigne en général des charges bactériennes extrêmement faibles, qui a été un problème pour nous d'ailleurs pour obtenir des amplifications positives. Ensuite, contrairement à ce qui est décrit pour d'autres ornithodores, il n'y a pas de transmission par le liquide coxal chez Borrelia persica, Ornithotorus anis. La transmission se fait par les glandes salivaires. Et en moyenne, par rapport au consensus des auteurs que j'ai pu consulter, tout le monde est à peu près d'accord qu'il existe une transmission transovarienne. La biologie de Ornithotorus anis est très proche de celle des autres ornithodores, en particulier grâce à un organe de CO2 qui permet d'éviter la concentration de CO2. Tout mammifère qui rentre dans la zone de chasse de la tique peut en quelques minutes, 10 à 20 minutes, être détecté, et dans une distance de presque 30 mètres. Donc très rapidement, la tique s'approche de son hôte et le repas sanguin est très court. Ça, c'est une notion très importante, entre 20 minutes et 30 minutes, ce qui fait que, bien sûr, comme beaucoup de tiques, la piqûre est très souvent insensible. Moyennant quoi, il y a deux conséquences importantes. La première, c'est que c'est la quantité de mammifères qui va rentrer
dans la grotte qui va avoir une influence directe sur l'importance de la population antique qui s'y trouve. Et la deuxième, c'est que, bien que personne n'a étudié ça pour le moment, les populations de tiques sont extrêmement, probablement clonales dans les grottes parce qu'elles ne se déplacent pas sur les animaux d'un tique à l'autre, contrairement à ce qui se passe avec les tiques dures. Puisqu'en général, elles font leur repas sanguin sur l'animal et ensuite se laissent retomber dans la même grotte où ils se trouvaient. Et c'est pareil avec les hommes. Quand on a commencé à travailler sur les fièvres récurrentes en Israël dans les années 2002-2003, on a voulu commencer à avoir des données sur l'épidémiologie de la maladie. En Israël, il y a un double système d'information à deux bras. Le premier bras, c'est que le médecin transmet la déclaration de la maladie au ministère de la Santé, au département de l'épidémiologie, et en parallèle, les laboratoires locaux des hôpitaux ou des laboratoires des caisses de santé sont censés adresser au centre de référence, qui est donc le centre de référence de parasitologie du ministère de la Santé, les lames, et ensuite, quand on a commencé à travailler sur ça, on a demandé de recevoir aussi du sang des patients, de façon à confirmer le diagnostic. Et cette double information permet à la fin de l'année d'essayer d'obtenir un rapport qui soit le plus exhaustif possible. Donc la maladie est à déclaration obligatoire, le formulaire est assez détaillé et en Israël, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas nominatif. Donc après avoir fait un certain nombre de démarches, on peut contacter les patients qui ont été atteints de la maladie, ce qui a été pour nous indispensable pour pouvoir citer des grottes où les tiques, pour pouvoir ramasser des tiques. En moyenne, jusqu'aux années 80, et depuis la création de l'État, le nombre de cas était de quelques dizaines. Les variations sont dues à un certain nombre d'épisodes qui ont empêché les déclarations comme les guerres, malheureusement. Et nous, quand on a commencé à travailler sur la maladie, on a voulu faire le point, et donc on a pris des années 80, des années 2002. Dans ces années-là, bien que la population a extrêmement augmenté, on a un nombre de cas par année qui est faible, qui est de l'ordre de 10 cas par an déclarés, ce qui est faible. Ceci étant, ça nous a permis de récolter à peu près plus de 200 observations et de connaître un peu mieux l'épidémiologie de la maladie. Il est clair que tous les praticiens de maladies infectieuses qui travaillent dans le pays sont d'accord qu'il y a une diminution, enfin un manque important de données et un défaut de déclaration des cas. Comme on peut le voir ici, il y a donc une diminution du nombre de cas moyens pendant l'année, quel que soit l'âge du patient, même si ce soit tout patient confondu pour les cas pédiatriques. Cette diminution s'explique par plusieurs facteurs, en particulier l'urbanisation très importante, qui fait que non seulement des zones entières qui sont urbanisées ne sont pas, les grottes sont quasiment dépeuplées, mais aussi le biotope change de manière considérable. En plus, certainement, un grand nombre de grottes qui étaient des grottes touristiques ont été prises en charge par des services pour que la maladie ne soit pas transmise. En moyenne, il n'empêche que la majorité des patients sont des promeneurs. Il existe un nombre non négligeable de professionnels, notamment les archéologues, parce que c'est un pays de beaucoup de travaux, et nous avons commencé à travailler aussi avec eux, parce que c'est une population ciblée. La très grande majorité des cas est compactée dans des grottes, comme vous pouvez le voir, et de toutes sortes et dans tous les endroits, des petites et des grandes, le pays entièrement truffé de grottes. Et les promeneurs ne peuvent pas en général céder à la tentation de ne pas rentrer avec la chaleur qu'il fait dans une grotte et de s'y réfugier. Des fois, c'est pour passer la nuit. Dans ce cas-là, on va voir tout à l'heure un patient qui a passé la nuit dans une grotte. Le nombre de piqûres de tiques est considérable. Maintenant, tous les endroits qui permettent de créer un biotope favorable, comme les ruines qui sont très nombreuses et les sites archéologiques sont favorables aussi. Alors l'essentiel de notre travail, ça a été de pouvoir savoir où se trouvaient les cas, c'est-à-dire avoir une carte avec la zone la plus précise possible, la grotte précise où les gens, lorsqu'elles se sont rappelées, ont été contactés. Alors, on a eu la chance que comme les gens ne vont pas se promener tous les jours dans la nature, alors en général on a une précision assez grande de l'endroit et de la date. Comme on peut le voir, la distribution des cas
est tout à fait superposé avec les cas qu'on avait trouvés sur la distribution du vecteur et de la maladie. C'est tout à fait proche, en fait, à peu près à la hauteur de Steboker, c'est-à-dire déjà dans le nord du Negev, les conditions climatiques qui sont la sécheresse et la température ne permettent pas au tic de se développer de manière favorable. Donc on est parti à la chasse au tic, voilà. On a eu un grand ministère de l'Environnement, dont le but était essentiellement de savoir où on en était avec cette maladie qui est une maladie historique en Israël, et de savoir à peu près le taux d'infestation des grottes, enfin le nombre de grottes, le pourcentage d'infestation des grottes, et aussi le projet aussi très important, c'était de caractériser la bactérie, puisqu'elle n'avait jamais été caractérisée de manière moléculaire, de manière précise. Alors à cet effet, on n'a pas développé, mais on a un peu actualisé la méthode de ramassage des tiques. Donc c'est extrêmement simple, on utilise un thermos dans lequel on met de la carboglace et un tuyau qui descend dans une petite cuvette comme ça lisse. Alors ça marche très très bien, les tiques elles sont persuadées que le CO2 c'est un mammifère qui arrive, donc elles se précipitent dans la cuvette et elles y restent et elles ne peuvent plus ressortir en fait parce que c'est lisse. Voilà, c'est très très simple. Donc on met des pièges dans les grottes la veille, et le lendemain matin on va chercher les tiques quand on en a. Donc voilà Alors en même temps on a quand même développé un outil moléculaire qui est basé sur la flagellite que je vais décrire plus tard, parce qu'une des choses importantes est de savoir si les tiques étaient infestantes ou pas. C'est pas tout d'avoir des tiques, il faut savoir quel était le pourcentage d'infestation. Au total, il y a des fois où on a eu quelques tiques. Alors on a eu très intéressant des différences très importantes dans les quantités de tiques qu'on a trouvées. Il y a des tiques qu'on a trouvé plusieurs milliers de tiques, comme ici, hein, c'est impressionnant, ça grouille. Et puis il y a des cas où on a trouvé une vingtaine de tiques. Donc c'est extrêmement variable. Et on explique essentiellement ça par les populations de mammifères qui sont présentes. En fait, on n'a pas trouvé de tiques dans les endroits, dans les grottes qui étaient sèches, complètement desséchées, qui étaient très visitées. C'est-à-dire que l'absence de mammifères dans l'environnement est important. Et aussi, dès qu'on s'approchait un petit peu des zones résidentielles, il n'y avait plus de tiques non plus. Par contre, dès qu'on allait plus loin dans la nature et qu'on avait clairement un réservoir mammifère important, on avait des grandes populations. On a étudié une trentaine de cas de grottes, et on en a trouvé 14 positives en termes de tiques. C'est-à-dire quand même qu'il y en avait presque la moitié dans laquelle il y avait des tiques, et il y avait la moitié dans laquelle il n'y en avait pas du tout. On n'en a pas trouvé. Ça veut pas dire qu'il n'y en avait pas, mais en tout cas, des populations probablement très faibles, voilà, comme ça qu'on ramasse les tiques. Donc on a utilisé un outil qui était, dont la cible était le gène de la flagelline, et on a utilisé une amplification génule spécifique, c'est-à-dire a priori il n'y avait aucun travail sur ce qui se passait, donc on a voulu ne pas passer à côté de Borrelia, donc on a pris des amorces qui amplifiaient même les Borrelia de Lyme, de façon à être sûr qu'on ne ratait pas de Borrelia. Moyennant quoi qu'on est peut-être moins sensible en termes de détection, et on a travaillé en PCR classique. Alors on a travaillé sur des poules, on a travaillé sur des individus, parce qu'on n'avait pas toujours des signaux qui étaient très forts. Alors j'ai essayé à chaque fois d'améliorer les choses. Ceci étant, en moyenne, on avait des pourcentages d'infestation qui étaient variables, quelquefois importants, quelquefois moins importants. Et quelquefois, dans quelques rares grottes, on avait des pourcentages d'infestation qui n'étaient pas détectables. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore étudié suffisamment de tiques pour. On a certainement intérêt à augmenter les populations pour l'étude. Je passe maintenant à la description clinique, parce que je pourrais revenir un peu sur la description du docteur Nicholson, donc, qui était médecin de Sa Majesté à l'époque aussi, et 14 cas de TBR, de typhoid racing fever. Les soldats ont été en bivouac à côté de Jérusalem, dans un endroit qui existe, qui s'appelle Rice and Kassel, et tous ont développé une fièvre récurrente dont la forme ressemblait à la cancérotapou, mais très bien dans le papier, on voit la description d'une forme beaucoup moins grave au niveau clinique. Ça c'est très net dans le papier, et il a expliqué très bien la différence. Il dit qu'on avait aussi des bactéries plus faibles avec le Borrelia persica, mais que morphologiquement, il ne pouvait pas faire la différence entre les deux types de Borrelia. Donc je pense que c'est un papier très intéressant au niveau historique en tout cas. Voilà la description principe, à mon avis, de la Borrelia persica en Israël
a été faite par Adler dans les années en 1937. Il y a une très belle série de 45 cas avec tous les détails cliniques et épidémiologiques. On a la durée moyenne d'incubation qui est de 7 jours. On a, à l'époque où il n'y avait pas d'antibiotiques, et donc on a l'histoire naturelle de la maladie entre 1 et 14 pics de fièvre, mais la majorité des patients font 3 ou 4 pics de fièvre, et la fièvre dure de quelques heures à quelques jours. Alors ça c'est un patient qui a séjourné dans une grotte, qui a dormi la nuit, donc évidemment quand il est venu consulter à l'hôpital, il a été dévoré par les tigres. Et puis ça c'est moi qui suis piqué par une glycodore, mais on va pas raconter tout à l'heure, donc on prend un traitement préventif. La maladie est relativement, n'est pas très compliquée, ne s'associe pas avec de nombreuses complications. Il y a toujours de la température élevée, des nausées, des vomissements, de temps en temps une mobilisation articulaire ou des douleurs respiratoires. Et les seules complications, 3 cas sur 47, essentiellement neurologiques et ophtalmologiques à l'époque, parce qu'il faut voir qu'on parle des années 37. Nous, on a eu un cas récent d'atteinte cardiaque avec un bloc auriculo-ventriculaire, mais ça n'a pas été décrit jusqu'à maintenant. Voilà, alors pour être un petit peu plus actuel sur l'expression clinique, j'ai repris les 4 dernières années où je travaille dans l'hôpital Charles-Sédec, qui est l'hôpital de Jérusalem. Et la semaine dernière, c'était quand même très prémonitoire pour la présentation, il y a un enfant de 9 ans qui se présente aux urgences pédiatriques avec sa maman qui dit que ça fait déjà 3 fois qu'il a des pics de fièvre épouvantables et que là maintenant c'est pas possible, elle ne peut pas retourner chez le médecin pour lui dire que ça va passer en 24 heures et prendre un peu de Doliprane. Elle veut absolument qu'on fasse quelque chose pour son fils qui va pas bien. Donc le médecin des urgences, qui est un médecin qui connaît qui sait un peu comment les choses se passent, a posé des questions et a découvert que quelques semaines, là c'était 3 pics qui avaient 15 jours plus tard, 3 semaines plus tard, il était allé avec sa classe et avec son professeur, se promener dans une grotte dans la région de Jérusalem, et les 10 élèves de la classe sont rentrés tous visiter la grotte. Et en fait, c'est le seul qui a été malade, et donc on a un taux d'attaque de 10%, ce qui est quand même pas négligeable. Je montrerai, on a fait le diagnostic à la fois en culture, en frottis au fond noir, et au total, à Charles-Sédec, qui est un hôpital de 500-600 lits à peu près, on a eu 17 cas en 4 ans. Donc c'est clair qu'on a une diminution du nombre de cas réels n'est pas déclaré. On a eu 41% de cas pédiatriques, on a eu 12 patients sur 17 qui ont été infectés dans des grottes, donc ça correspond tout à fait au profil de l'infection. Peut-être le nombre de cas pédiatriques a un peu augmenté. Et c'est intéressant, d'après le médecin qui a reçu le patient, dans 12 cas sur 17, la maladie était probable. En microscopie, on a fait 15 diagnostics sur 17, et dans 2 cas, on n'a pas réussi à voir les bactéries, même si on fait une TPS aussi, je vais montrer ça tout à l'heure. Et un facteur très important, qui mériterait une discussion ensuite, bien qu'on ait des bactériémies très faibles avec Borrelia Rexsica, on a eu 5 cas sur 16 de Jarvik-Seimer, parce qu'un cas n'était pas documenté, ce qui fait 30%. Dans la littérature israélienne, on a jusqu'à 50% de Jarvik-Seimer. Donc les médecins se gardent le patient de urgence pendant les 6 heures de suite de traitement pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Et quand il y en a, pour les traiter. Donc justement au sujet du diagnostic, il est très important dans notre expérience d'essayer d'avoir des prélèvements au niveau de pic de fièvre, parce que vraiment la bactériémie peut durer 2 heures, 3 heures, pas plus, enfin vraiment faible. On a eu l'occasion de faire des PCR chez les patients au pic et le lendemain matin. Déjà le lendemain, alors que c'est de l'ADN et pas de la bactérie, on avait une clearance complète de l'ADN et plus d'ADN dans le sang. Donc vraiment on a ce problème de faire le diagnostic au moment du pic de fièvre. En microscopie, donc la technique de routine d'urgence, c'est de faire un frottis organisable. La bactérie se voit très bien quand elle est présente. Ça, c'est 2 cas que j'ai photographiés. Toute l'iconographie, c'est une expérience en Israël. Comme je vous dis, la bactérie peut être faible. On peut rester très longtemps sur une arme lorsque le médecin est persuadé que c'est le cas. C'est pour ça qu'on utilise aussi la technique de la DPS qui est classique pour le paludisme, mais qui peut être aussi utilisé pour tous les parasites sanguins, qui a l'avantage de concentrer le prélèvement, mais dans le cas des Borrelia qui modifient quand même pas mal leur forme et qu'il faut
faut quand même un peu plus d'expérience pour être sûr de savoir bien interpréter le fautif. Et puis, ce que j'ai essayé de développer en Israël, c'est on utilise la microscopie à fond noir, qui a l'avantage quand même de rechercher une bactérie mobile et ça permet de temps en temps, même dans les bactéries faibles, d'avoir cette bactérie. Pardon, j'ai préparé un petit film, j'ai un peu le montrer. Voilà. Voilà ce qu'on a vu chez l'enfant en question. Vous voyez là. Voilà, donc ça c'est l'avantage de la microscopie au fond noir, dont je suis un très grand adepte, et qui permet quand même, dans les bactéries faibles, de retrouver les bactéries et d'être un peu plus sûr du diagnostic. Parce que comme on le voit, les méthodes moléculaires sont intéressantes, mais elles ne sont pas utilisables en urgence. Alors, en ce qui concerne la culture de la bactérie, comme l'a tout à fait à juste titre M. Raoult, Borrelia persicca, c'est la dernière, entre guillemets, Borrelia des diètes récurrentes qui n'a pas été cultivée pour le moment. Si je ne me trompe pas, même si les autres ont été très difficilement cultivables, enfin elles ont été cultivées. Moi, pour ma part, on a essayé à partir d'échantillons cliniques d'utiliser tous les milieux de type BSK et des combinaisons de BSK. J'ai une expérience sur la boileuse de Lyme qui n'a pas beaucoup aidé pour réussir à cultiver la bactérie pour le moment. La seule chose qu'on a réussi par contre, c'est essayer de transférer la bactérie en modèle animal sur la souris. Et là, c'est ce que je voulais montrer, entre 0,1 et 0,2 ml de sang infecté en intrapéritonéal, on donne une bactérie au bout du 3e jour, et elle ne dure que 2 ou 3 jours. Au bout du 5e et 6e jour, il y a quasiment plus de bactéries dans le sang. La souris ne fait pas une maladie expérimentale, elle fait une bactérie ennemie transitoire, et la bactérie disparaît. En utilisant le cyclophosphamide, on arrive à majorer les bactéries ennemies, on arrive aussi à majorer les quantités de bactéries dans les organes, ce qui a permis des travaux en cours de fiches et de caractérisation un peu de rapport entre la bactérie et les organes, mais on n'a pas un vrai modèle animal. Donc pour le moment, on n'a pas eu l'occasion d'essayer de travailler sur le cobaye, qui semble bien être un animal beaucoup plus réceptif et qui permet certainement d'avoir des plus grandes quantités de bactéries et sur des volumes de sang plus importants, et que ce sera peut-être un bon outil pour pouvoir... Sur les rats, des souris tu l'as? Oui, on l'a. Dans les organes, on l'a. Ah, nous avons pas les rats. Ah, et donc on a... bon, mais je pense qu'on va pouvoir faire un passage souris et après cobaye et avoir des bactéries ennemies et des soins importants. Je pense qu'on va y arriver. On a évolué de procédure récemment, deux fois avec vos collègues de passant par la souris. On a deux souches. Si on peut les sortir, on va faire comme ça. D'accord. En ce qui concerne le diagnostic moléculaire qui est l'actualité en Borrelia, c'est la méthode, c'est certainement la plus sensible. Actuellement, les méthodes de diagnostic utilisent le plus souvent la séquence, puisque c'est quand même des méthodes d'analyse tout à fait accessibles pour tous les laboratoires. L'avantage, quand j'ai travaillé au centre de référence des maladies parasitaires, c'est qu'on peut travailler sur du sang qui a été congelé, du sang qui est resté à plus 4 degrés plusieurs jours. Donc on a pu obtenir beaucoup d'échantillons qui venaient des endroits plus éloignés dans le pays. L'inconvénient, c'est que ce n'est pas une méthode stand-alone, ce n'est pas une méthode qu'on peut utiliser immédiatement online sur le diagnostic du patient. Donc classiquement, les cibles utilisées, c'est la RN16S qui a été utilisée en premier, en particulier par les équipes d'Institut Pasteur. Moi j'ai travaillé essentiellement sur la flagellite parce que on verra pour moi tout à l'heure, je pense que c'est un gène qui est extrêmement informatif. Les équipes à la suite des travaux des équipes américaines sur les fièvres des Borrelia, on a utilisé GMPQ aussi, et plus récemment, il y a beaucoup de papiers qui utilisent le spacer intergénique entre le 16S et le 23S. Donc voilà, la PCR en question, on a donc mis au point une PCR qui est génus spécifique, donc qui amplifie toutes les espèces de Borrelia, y compris les Borrelia des Borrelioses de Lyme, avec un amplitude de 730-750 paires de base, qui nous permet en fait ensuite de faire une séquence et d'avoir une identification bonne de la bactérie.
Alors les charges chez les patients sont telles qu'on a des très bons signaux. Là, chez les tiques, par exemple, on a quand même des signaux qui sont beaucoup plus faibles. Ça, c'est un des problèmes qu'on a avec en tout cas en PCR standard. Ça, c'est juste les résultats publiés déjà par des gens qui travaillaient dans le laboratoire de l'armée avec le gène GLPQ, et nous, avec la flagellline, on a des résultats similaires. Sur 20 ou 18 patients, on avait une différence de 10 à 20% entre la microscopie et la PCR qui dans tous les cas, était positif lorsque le prélèvement était prélevé au bon moment. On a utilisé cette séquence de la flagellline pour étudier la taxonomie des Borrelia en Israël. Et donc ça, c'est la séquence de la flagellline en protéines qui montre de manière très nette qu'on a, aussi bien pour les souches humaines qui sont isolées du sang, que là on a des souches qui sont des souches de tic, on a 3 souches de tic. On a une signature très nette d'un gap de 7 acides aminés, c'est beaucoup dans une protéine, et qui est une très belle signature de Borrelia persica. On a aussi, on va voir tout de suite des modifications ponctuelles qui permettent d'avoir des types. En fait, si on travaille maintenant sur le Borrelia persica tout seul, on a eu en Israël essentiellement 3 types de flagellines en se basant sur les acides aminés en position variable. 2 types qui sont très fréquents, on a 8 et 12 souches, on a plus, j'ai pas mis le jour de on a un 3e type qui montre une seule souche. Et alors, à l'occasion de collaboration, essentiellement avec l'Institut Pasteur, j'ai réussi à récupérer la souche qui est après le démantèlement du professeur Rodin. J'ai essayé un peu de sang de Borrelia persica qui est dans les banques, la RN16S. Donc j'ai réussi à faire la flagellline. Donc on voit qu'on a un type différent, enfin légèrement différent pour Borrelia persica. On a eu un cas chez un journaliste qui est allé qui a fait un voyage d'Ouzbékistan à Tadjikistan. Et il avait une récurrente en France, alors on a pu avoir l'ADN pour faire aussi la séquence. On a aussi une différence de type. Donc, si on veut synthétiser les résultats sur un lingogramme, on voit différentes choses. La première, c'est qu'il y a clairement un embranchement très net pour les souches du Moyen-Orient à côté des souches américaines et des souches africaines, en tout cas sur la flagellline. Et on va voir plus tard que c'était avec beaucoup de gènes, avec tous les gènes quasiment. Deuxièmement, on a dans les types qu'on a décrits, on a aussi bien des patients que des tiques, donc il n'y a pas de différence en termes de pathogénie. Et on a même dans la même grotte, on a réussi à avoir des tiques de la même grotte qui avaient les 2 types. Donc c'est juste un type qui est une variation de la protéine, mais elle n'a pas pour le moment d'implication. Et on a un certain polymorphisme de Borrelia persica qui est très certain, très probable, en particulier avec les souches qui viennent d'Iran, qui sont encore plus au nord que nous, et du Ouzbékistan, qui sont encore plus au nord. Voilà pour le travail qu'on a pu faire directement. Dans le cadre d'un travail de recherche du fonds de recherche allemand, qui s'appelle DFP, une étudiante qui s'appelle Gracia Sevdi a travaillé beaucoup sur la taxonomie de Borrelia persica, toujours à partir d'échantillons de sang ou d'échantillons de tiques. Elle a fait la séquence, en tout cas dans un certain nombre de cas, d'un conti qui fait 7200 paires de base et qui est situé entre les gènes RRL et RRS de l'ARN 16, de l'ARN ribosomal. Dans ce conti se trouve essentiellement l'intergénique spacer qui se trouve là, l'espace intergénique, qui s'arrête en général à l'ILE, et les gènes purs et purs. Et parallèlement, elle a pu aussi synthétiser, faire la séquence de GLPQ. La séquence complète de l'ARN16S, qui a été faite donc pour au moins 3 isolants, enfin 3 échantillons de sang humain, peut-être comparée avec la séquence de Persica d'Iran, qui est en fait la même que cette flagellline, qui est dans 2 équipes différentes, avec ça, et qui montre que on a un embranchement commun, mais une différence quand même de position sur un gène qui est extrêmement conservé, qui est l'ARN16S. Avec un rebours qui est Borrelia burgdorferi. Ça, c'est une petite quelque chose d'anecdotique qui me paraît peut-être intéressant. Ce qui nous paraît intéressant, c'est qu'à la position 625, on a une signature pour les fièvres de l'ancien monde et une signature G
pour les fièvres du Nouveau Monde. Alors, ce qu'on a constaté, c'est qu'on a fait plusieurs fois, ils ont fait la séquence plusieurs fois avec des bonnes enzymes et avec des bonnes méthodes de séquence, et on a soit l'un, soit l'autre, donc ça serait intéressant, c'est pas un travail phylogénique, mais ça serait intéressant au niveau phylogénétique de voir un peu comment les choses se passent entre les différents continents et Borrelia et Borrelia. Juste pour finir, si en attendant qu'on ait des génomes, on peut utiliser une méthode de type MLST, c'est-à-dire concaténer les gènes les plus importants et les gènes qui ont été séquencés, en l'occurrence la flagelline, pure A, GLTQ et l'intergénique spacer, qui sont là, il y a déjà 3 gènes qui sont les plus utilisés pour la séquence des Borrelia, qui montrent encore une fois, premièrement, un branchement très net principal à côté des fièvres américaines et africaines, et aussi une très grande homologie, en tout cas des souches au niveau israélien. Je finis avec des choses qui ont rapport avec la prévention et le traitement. Premièrement, la prévention est classiquement utilisée à partir d'oxycycline, et en Israël, on a des papiers qui ont montré qu'on peut avoir une prévention avant l'exposition, mais aussi une prévention après l'exposition. Dans les 24 heures qui suivent, le traitement marche très bien. Moi, enfin, pas moi, mais nous, parce qu'on est toujours à travailler sur la maladie, on a toujours utilisé la doxycycline en prévention et pas la doxycycline, parce qu'en fait, on n'a pas de problème de réaction de GH extérieur parce qu'il n'y a pas de bactéries. Donc, il n'y a pas de risque de lyse, il n'y a pas de problème comme ça. Et ça marche, c'est empirique, mais ça marche très bien. Et c'est pas classique, mais ça mérite d'être cité parce que c'est un antibiotique extrêmement bien toléré s'il n'y a pas de, contrairement à la doxycycline, s'il n'y a pas d'allergie. En ce qui concerne le traitement, je finirai avec ça. La bactérie in vitro, comme toutes les Borrelia, est très sensible aux antibiotiques, aux bêta-lactamines, etc. In vivo, il est, comme on l'a vu en particulier entre les papiers, votre expérience et les papiers publiés, il y a entre 30 et 80% de Jarvis hexagonum en Borrelia persica. Et donc, c'est tout à fait justifié, c'est ce qui se fait le plus de manière systématique dans tous les hôpitaux. Les patients qui sont traités avec un diagnostic certain ou probable sont gardés aux urgences au moins pendant la demi-journée qui suit le début du traitement. Et en général, on utilise la classique. Voilà, je voulais remercier les différentes équipes et les personnes avec qui j'ai travaillé. Donc, c'est le laboratoire du ministère de la Santé à Jérusalem, le Lagmon du ministère de la Santé. À l'Adassa, chez le professeur Bercopier, Yola, qui a travaillé beaucoup sur le sujet des Gracia. Avec l'Institut Pasteur, les collaborations avec Muriel Cornet dans la qualité Elisabeth Ferkel, et là, Charlotte Sedek, les médecins de la détection en particulier, et mon assistante métal Malher. Voilà, c'est tout. Vous avez quel mal? Bon, ce que j'aime pas, mais c'est les patients qui en prennent, ils disent quand même qu'ils ont mal au ventre, ils ont mal au problème. Non, pas vraiment. En fait, c'est juste pour dire que c'est anecdotique, c'est juste pour dire que ça marche. Non, mais parce que la doxycycline, mais ça peut être autre chose. C'est un toute la prescription du paludisme. Oui, chez les soldats dans le monde entier, faite par la doxycycline, ils n'ont jamais aucun coup. Non, là, c'est une exposition juste ponctuelle. C'est vraiment ponctuel. Enfin, moi, je sais que comme antibiotique, le seul médicament que je ne prends jamais, c'est la doxycycline, et je passe mon temps à en prendre. Je ne vais pas trouver ce que Ok, je te dis encore une fois, les armées entières, les armées continuent à se faire. Je vais prendre la doxycycline antibiotique, parce que ça fait la fiesta, la la rickettose, ça fait même une partie des restés. Ouais. Pour les soldats, il fallait bien. Non, mais moi je suis très intéressé, c'est de collaborer avec vous pour essayer de la sortir, c'est toucher la séquencer, parce que ça nous intéresse beaucoup de voir comment elle se situe par rapport aux autres. On a séquencé déjà par les 3 broyaux, les 3 broyaux éléments qui ont été séquencés, donc c'est content de aider à séquencer celle-là aussi. Donc, ce qu'on peut peut-être voir, on était en train d'organiser ça avec Michel, c'est que cet été, tu peux voir que tu lui donnes 3 ou 4 frappes. J'ai une souris en cours. Peut-être, oui, bien sûr. Ce qu'il faudrait, c'est que tu la, tu vois, tu prennes ta rate et que tu
ça repasse, moi, toutes les semaines, jusqu'au moment où Michel viendra, et donc Michel a fait une conférence de Toulouse, et donc il vient, il ramène ça dans l'avion, et tu vois, juste à tout cap, et ici, on pourrait venir à l'avance, et puis ici, on peut le réunir tout de suite, et puis on va sortir. On a travaillé sur la situation française, mais aussi on a regardé des choses dans la zone. Si tu veux, nous, dans la congélation, on voit qu'on en perd une quantité considérable. Donc, ce qui est vraiment une bonne idée, c'est d'avoir la rate. Si tu veux enlever le jour même ou la veille, conserve la Puscar, parce que finalement, tu sais, les croquettes aiment bien la Puscar. Et ici, de recommencer en commençant par une souris, encore une fois. Et une fois qu'on aura réinoculé une ou trois souris, après, on reprend les rates pour repousser en culture. On a un milieu à nous, ça marche pas mal, hein, on le testera en même temps, qui fait pousser le nouveau milieu. Je vais mettre en masquage. Et je pense à beaucoup. Et en multipliant les stratégies, plus de chances qu'on en sorte. Et après, donc là, c'est quoi? On aura une séquence de Corellia. Modifier ici avec ses bêtes pour les séquencer, c'est ça? Il y a des questions sur les questions? J'avais pu avoir un élevage d'étiquement. Un élevage on a réussi à maintenir. Dans les grottes, on a eu des très grandes populations. On a travaillé sur une partie, toute la partie qu'on a gardée vivante. Donc, au ministère de la Santé, au savoir entomologique du ministère de la Santé, ils ont des élevages de moustiques et des élevages de. Donc, ils ont essayé. On a réussi, je crois, à garder les populations pendant longtemps. Mais je ne suis pas sûr qu'on arrive à avoir des nouvelles générations. En fait, je pense que dans la littérature israélienne, les ornithologues, mais pas seulement israélienne, la littérature mondiale, les ornithologues sont réputés comme étant très, très résistants dans le temps. On dit qu'elle peut aussi suivre une dizaine d'années si elle est dans un biotope sans avoir. Vous avez une idée de manger de ça? Vous avez une idée de ça? Je sais que le récepteur de souris, on les a montrés précisément sur souris. Et est-ce qu'elles se reproduisent après en captivité? J'ai eu des œufs. Ouais, on a des les œufs et apparemment des petits. Des petits, on a. Ah, c'est bien. Dans la littérature de. Enfin, c'est pas anecdotique, le livre que j'ai présenté de Brunt, que j'ai lu, le chapitre Corellia intégralement, il décrit il dit qu'il présente des travaux qui ont été faits historiques sur les élevages, en fait, sur la transmission ovarienne de la bactérie. Et il dit que, manifestement, il ne décrit pas la méthode, mais il dit qu'à l'époque, il savait gorger les tiques sur des souris pour pouvoir obtenir des générations. Donc c'est quelque chose qui existait. Au niveau des grottes, les autres que vous connaissez, c'est toujours des rongeurs, ça c'est pas encore publié, c'est partiel. Je pense que d'abord, est-ce qu'il y en avait dans la grotte des manuscrits d'Abergant? C'est possible. Est-ce que quelqu'un a regardé cette chose importante? C'est possible. Dans ce cas, à cause de la biologie des tiques, on a très peu de tiques gorgées en fait. Parce que, par exemple, tous les travaux qui ont été faits sur les tiques dures, c'est que dans les tiques dures, moi, quand j'ai ramassé les tiques de la moelleuse de l'âne, des exodèses, on a un grand pourcentage de tiques qui sont gorgées quand on les ramasse. Donc, si on a une tique pour caractériser le sang du mammifère, on sait à peu près à quoi on a affaire. Alors, dans les tiques molles, c'est pas comme ça, parce que le repas sanguin est très bref, et donc, statistiquement, même quand on récolte un grand nombre de tiques, on a très peu de tiques gorgées. Maintenant, sur quelques tiques qu'on a trouvé gorgées, on a utilisé une méthode moléculaire d'identification de l'ARN du 12S de la Vendée. Et on a eu deux fois une chèvre, une fois un chien. Enfin, on n'a pas eu. Ouais, c'est pas maintenant. Il y a une espèce de qu'on appelle lapin sauvage Arex qui existe en Moyen-Orient, qui sont des rongeurs qui vivent dans les mammifères qui vivent dans les grottes et dans les biotopes qui correspondent. Il y a même dans les papiers, ceux qui ont travaillé dessus, il n'y a pas vraiment de réserve de mammifères. Je pense pas. Il faudrait vérifier. Le seul moyen, c'est d'avoir suffisamment de tiques gorgées pour pouvoir vérifier la nature du sang des tiques. Et ça, maintenant, il y a des outils pour faire ça. Et le taux d'infection des tiques dans les grottes, vous avez... Oui, bah, c'est extrêmement variable. C'est extrêmement variable. Il y a des tiques où c'est 40% et des tiques où c'est 2%. C'est très variable. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans les papiers historiques, les taux d'attaque sont très variables. Alors il y a des descriptions où 10 personnes, 15 personnes sont rentrées dans une grotte, ils sont tous des malades. Les lapins sont bactériés? Ça, je ne sais pas. Normalement,
dans les papiers aussi historiques sur les modèles animaux, parce que c'est avec ça à l'époque on travaillait. Pour Borrelia persica, c'est le lapin nouveau-né et le cobaye qui sont censés être les meilleurs. Et votre lapin, ah, ça c'est les sauvages. Il faudrait voir. Je sais pas, je crois qu'il n'y a pas de transmission chez Borrelia, il faut bien qu'elle les acquiert. Ouais, il faut qu'il y ait un réservoir. Vous n'avez pas attrapé de vos lapins pour non, on n'a pas essayé, les vétérinaires ils essayent, mais ils n'ont pas fait de fourquille. Parce que c'est des lapins malins. Ouais, c'est des sauvages. Les sauvages, c'est pas facile de les traiter. Il doit y avoir des gens qui. Ouais, on cherche des gens qui parlent bien. C'est pas cachable, le lapin. C'est pas cachable, le lapin. Personne ne les chasse. Non, mais c'est sauvage. Je pense pas que ça se mange. Mais ça s'appelle IWAX. C'est IWAX, c'est ça en anglais. Je sais pas comment on dit en français. C'est Chafan Sela. Je sais pas comment ça s'appelle. Bon. Oui. Est-ce qu'il y a eu des travaux sur les poules par rapport à ces dérivés? Sur les poules? Non. À ma connaissance. Moi j'ai l'impression que sur les poules, il n'y a que du toni et récurrentis. Je crois que récurrentis, ça réémerge sans arrêt du toni. Je pense que c'est la même chose. C'est pour ça que je t'ai enlevé des trucs sur ton papier là, que tu as raconté. Donc lui, ce qu'il dit, c'est vrai. Ce qu'il doit, c'est pas vrai. Lui, ce qu'il dit, c'est vrai. Récurrentis, ça émerge au milieu du toni et probablement pas qu'une seule fois. Donc je pense que quand du toni, quand quelqu'un est infecté par du toni et qu'il y a des poules, ça fait du récurrentis. D'accord? Et je pense que ça, c'est un système assez facile. Quand c'est venu plusieurs fois du récurrentis, ça commence à perdre des permis. Et ça, c'est pas sûr, c'est qu'une souche. Et si tu veux, manifestement, récurrentis et du toni, c'est la même source de. Et ça s'est pas fait qu'une fois. Donc c'est simplement la conjonction du fait que quelqu'un a une bactériémie avec du toni et des poules qui fait que tu as une épidémie de récurrentis. C'est pas une espèce différente, c'est la même espèce. Il n'y a aucun point qui permet vraiment, sauf que nous, quand on l'a passé en culture, mais je pense que le récurrentis qu'on avait, il y avait plus de culture que de toni. Donc il y a des petites modifications et ces choses très réalistes. Mais on n'a jamais vu de récurrentis qui soit sorti d'autre chose que de du toni. C'est possible que ça arrive, mais c'est probablement pas très fréquent que d'autres Borrelia arrivent à donner une borréliose à poule que du toni. Peut-être que du toni, c'est comme ça. Très bien.